L'eau, c'est bien simple, c'est notre ressource la plus vitale. Mais voilà, le truc, c'est que sans même nous en rendre compte, on a peut-être nous-mêmes créé les plus grandes menaces qui pèsent sur elle, et du coup, sur notre propre avenir. Et ça nous amène à une question un peu paradoxale finalement. Et si, en voulant à tout prix maîtriser l'eau, on avait en fait créé nos pires problèmes? C'est ce qu'on va explorer. On va voir comment nos interventions, toute notre ingénierie ont eu des conséquences assez profondes et souvent complètement inattendues. Pour bien piger le truc, il faut vraiment prendre du recul et regarder la vue d'ensemble. Parce que, attention, les problèmes qu'on va décortiquer, ce n'est pas juste des cas isolés, par-ci, par-là, non, c'est un phénomène mondial. Chaque action, c'est un peu comme jeter un caillou dans l'eau. Ça crée des ondes qui se propagent bien au-delà de là où on l'a lancé. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et on commence avec la première grande intervention humaine, l'ère des grands barrages. Faut s'imaginer qu'à une époque, ces structures gigantesques, c'était vraiment le symbole du progrès, le top du top. Mais aujourd'hui, on comprend que derrière cette belle promesse d'une nature totalement maîtrisée, se cachaient des perturbations environnementales et sociales énormes. Prenons un exemple parfait pour illustrer ça, le Nil. Pendant des milliers d'années, le fleuve a fait son travail. Il charriait des limons super fertiles depuis les hauts plateaux d'Éthiopie, et c'est comme ça qu'il a bâti, petit à petit, et nourri ce delta incroyablement luxuriant. Et puis, on est intervenu. Avec la construction du barrage, tout ce processus naturel a été stoppé net. Fini. Le flux de sédiments, cette véritable source de vie pour le delta, a été coupé d'un coup. Et la conséquence, elle est dramatique. Le delta s'érode, il est littéralement grignoté par la mer. C'est ce qu'on appelle une tempête parfaite. On a l'impact du barrage, on y ajoute la montée des eaux à cause du changement climatique, et paf, on se retrouve avec un risque énorme pour des millions de gens. Et attention, le Nil, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Regardons un peu ce qui s'est passé avec le fleuve Colorado aux États-Unis. Avant le barrage de Glen Canyon, le débit moyen, c'était autour de 450 mètres cubes par seconde. Après, on est tombé à 250. Faites le calcul, c'est quasiment la moitié en moins. On ne parle pas d'un petit ajustement là, c'est carrément l'identité du fleuve qui a été bouleversée. Ok, on a parlé des interventions physiques, les barrages. Maintenant, changeons de sujet et penchons-nous sur les interventions chimiques, toutes ces pollutions qui dégradent la qualité de notre eau. En gros, cette pollution, elle arrive de 3 fronts principaux. On va les passer en revue un par un parce que chacun a ses propres défis. Premier front, l'agriculture intensive. Le problème vient de l'utilisation massive d'engrais, les nitrates, les phosphates. Tout ça, ça ne fait pas que nourrir les cultures. Ça nourrit aussi les algues dans nos cours d'eau. Et quand les algues prolifèrent, c'est comme si elles mettaient un oreiller sur la vie aquatique. Elles l'étouffent, littéralement. Deuxième front, l'industrie et son héritage, disons, toxique. Il faut s'imaginer ça. Des produits chimiques, comme les PCB, qui sont interdits depuis les années 80, ils sont toujours là, coincés dans les sédiments des rivières. Ce sont des vraies bombes à retardement chimique qui continuent de contaminer toute la chaîne alimentaire, pour nous et pour les générations à venir. Et comme si ça ne suffisait pas, le défi ne s'arrête pas là. Pendant qu'on se bat avec les polluants du passé, il y a toute une nouvelle vague de contaminants qui débarque. On parle de résidus de médicaments, de microplastiques qu'on trouve partout. Bref, la liste des menaces, elle ne fait que s'allonger. 2,5 milliards. C'est un chiffre qui donne le vertige, non ? C'est le nombre de personnes dans le monde qui n'ont même pas accès à un assainissement de base. Ça veut dire que dans beaucoup trop d'endroits, les eaux usées sont tout simplement rejetées, telles quelles, directement dans les cours d'eau, contaminant la seule source d'eau disponible. C'est une injustice environnementale criante. Bon, maintenant, on va parler d'une autre crise. Une crise qu'on ne voit pas, juste sous nos pieds, mais dont on dépend de manière vitale. Je veux parler des eaux souterraines. Ce graphique, il est assez parlant. On voit que des pays comme l'Inde, les États-Unis ou la Chine pompent des quantités astronomiques d'eau dans les nappes phréatiques. Le gros problème, c'est qu'on la sort beaucoup plus vite que la nature ne peut la remplacer. Autrement dit, on est en train de vider les réserves. Et cette crise invisible, elle a des conséquences bien visibles, croyez-moi. Prenons Mexico. Là-bas, le sol s'effondre. Oui, vous avez bien entendu, il s'affaisse littéralement sous les pieds des habitants. Des quartiers entiers s'enfoncent, ce qui fragilise toutes les infrastructures. Et tout ça, c'est la conséquence directe de ce pompage complètement dingue. Cette image, elle est folle, mais elle illustre parfaitement jusqu'où on peut aller. Ces cercles verts qu'on voit en plein désert. C'est de l'agriculture, mais elle est alimentée par ce qu'on appelle de l'eau fossile. C'est de l'eau qui est piégée sous terre depuis des millénaires. En fait, ce n'est pas vraiment de l'agriculture, c'est plus comme du minage d'eau. On extrait une ressource qui ne se renouvellera jamais à l'échelle humaine. Ok, face à tout ça, la grande question c'est on fait quoi maintenant ? Il est peut-être temps d'envisager une toute nouvelle manière de voir notre relation avec l'eau. Et si la solution, c'était de travailler avec la nature et non plus contre elle ? Prenez les zones humides par exemple.
Pendant des siècles, qu'est-ce qu'on a fait? On les a asséchés, on les considérait comme des marécages inutiles, et aujourd'hui on se rend compte de leur rôle absolument vital. Ce sont, en quelque sorte, les reins de notre planète. Et cette prise de conscience, attention, ce n'est pas juste une jolie idée en l'air. Non, ça se traduit par des actions très concrètes. Il y a par exemple la Convention de Ramsar, signée dès 1971. Elle a lancé un vrai mouvement mondial pour protéger et même restaurer ces écosystèmes. On ne parle pas juste d'une nouvelle loi, c'est un changement total de vision. Et on va terminer là-dessus, avec une question. Après avoir passé des décennies à essayer de dompter l'eau, de la contrôler, de la canaliser, est-ce que le plus grand défi finalement ne serait pas de réapprendre à vivre avec elle, à coexister avec ses rythmes, sa puissance naturelle? La réponse qu'on donnera à cette question, eh bien c'est elle qui dessinera notre avenir.